Bonjour, je suis Corinne Di Giovanni, généalogiste familiale professionnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la présentation de votre généalogie. La généalogie, c'est passionnant, nous sommes d'accord, mais il arrive assez souvent de se heurter au manque d'intérêt de la famille pour le travail que nous avons accompli. En effet, un enchaînement de noms, de dates et de lieux peut être vite ennuyeux pour qui ne s'est pas plongé dedans. Ça manque d'image, comme disent les enfants. Alors, que ce soit de simples fiches familiales ou un recueil plus complet, il faut illustrer. Cela donnera par ailleurs une nouvelle dimension à vos ancêtres. Vous aurez l'impression de vous immerger un peu plus dans leur vie d'antan. Tous les liens et noms de logiciels dont je vais parler vous seront donnés en fin de conférence, afin que vous ayez le temps de les noter. Alors par exemple, je suis certaine que vous n'obtiendrez pas la même attention ni les mêmes réactions de votre auditoire en présentant ce travail, qui même complet et bien écrit, n'attire pas vraiment le regard, ni par conséquent l'attention. Celui-ci, qui bien que simple, va donner vie à votre histoire. Il s'agit bien de la même fiche familiale, mais l'une sans illustration et l'autre avec. Les possibilités d'illustration que je vais vous présenter ne sont bien sûr pas exhaustives et dépendent également beaucoup de l'avancée et du niveau de vos recherches personnelles. Commençons par aller à la pêche aux documents. Une des premières choses à faire, c'est bien sûr de répertorier tous les documents en votre possession et d'aller en glaner un maximum dans toute la famille. Se faire persuasif avec la grand-mère récalcitrante et supplier le tonton bourru. Puis, scanner ou photographier ceci, car il n'est pas non plus question de se transformer en pirate des documents et de dépouiller tout le monde. Malheureusement, dans certaines familles, tout ou presque aura disparu, et ce pour de multiples raisons. Guerre, déménagement, incendie, ou la tante qui ne voyait aucun intérêt à garder toutes ces vieilleries et qui a tout mis au feu. Je sais, ça sent le vécu. Mais si on a un peu de chance, voire beaucoup, on peut trouver une multitude de documents passionnants et émouvants. Par exemple, les anciennes cartes d'identité ou les passeports, avec du coup, photos en prime. Sur cette carte d'identité qui date de 1970, outre la photographie qui illustre parfaitement la fiche, on peut noter aussi la présence de la signature ainsi que de l'empreinte digitale. Le passeport, quant à lui, date de 1935. Et à cette époque, les photographies n'ont rien à voir avec celles actuelles. C'est souvent une photo de famille dont on a découpé le visage pour la poser dans le document. Pas de photomaton ou de normes drastiques, ainsi on se retrouve avec une belle représentation de la personne. Pareil pour les permis de conduire, ou avant 1922 devrions-nous parler de certificat de capacité. Ces permis, qui jusqu'à une certaine époque n'étaient pas aussi courants que maintenant. Et on pourra dire, ça alors, grand-papy savait conduire. Pourquoi alors ne pas rajouter une photographie d'automobile de l'époque? Il y a aussi les diplômes et les livrets scolaires, les permis de chasse ou de port d'armes, la correspondance familiale, les tickets de rationnement, bref, une liste qui reste partielle et qui évoluera au gré de vos découvertes. Sur chacun de ces documents, on prélèvera l'essentiel, ce qui attire le regard, attise la curiosité. Plus les documents sont anciens, plus ils sont en général ornementaux, plus travaillés, avec plus de fioritures et de belles écritures, l'idéal pour agrémenter vos fiches. Passons maintenant aux documents militaires. Un des types de documents que vous avez le plus de chances de retrouver dans la manne familiale concerne la vie militaire de vos ancêtres masculins. En effet, en généalogie, on oublie la parité homme-femme. La lignée masculine est favorisée dans la quantité de renseignements que l'on peut trouver sur nos aïeux. Il en va par conséquent de même pour notre sujet, car on peut illustrer nos fiches avec du matériel supplémentaire, à commencer par le livret militaire si celui-ci a été conservé par la famille. Ensuite, il y a bien sûr les fameuses fiches matricules, qui, elles, sont conservées aux archives départementales du lieu du domicile du conscrit à ses 20 ans. Outre les précieux renseignements qu'elles comportent, et qui nous serviront aussi pour la suite des illustrations, elles peuvent s'intégrer parfaitement à notre projet. Mais plutôt que de mettre la fiche complète qui ne ferait que perdre le lecteur au vu de la foison de renseignements, il vaut mieux en prélever certaines parties qui attiseront la curiosité de votre auditoire. Rien n'empêche de présenter la copie de la fiche complète en annexe, avec les actes d'état civil. La partie supérieure est à mon sens intéressante, puisqu'on peut y lire le nom et l'état civil du conscrit, mais aussi son signalement, faute de photo. Vous entendrez alors des « O » et des « A » quand votre public découvrira qu'il avait les yeux bleus ou qu'il était bien plus grand que la moyenne de l'époque. Pour peu qu'il ait des tatouages, la discussion repartira de plus belle. La seconde partie à mettre en valeur, quand malheureusement elle existe, c'est la désignation des blessures subies pendant les combats et les médailles qui en ont découlé. Moins glorieux mais tout aussi intéressant, les déserteurs, qui eux aussi alimenteront la discussion avec passion. A contrario, peut-être trouverez-vous mention d'un certificat de bonne conduite délivré, et cerise sur le gâteau, vous pourriez le retrouver dans vos papiers de famille.
Vous pouvez également trouver dans les archives départementales les cartes d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Les militaires ayant servi pendant au moins 90 jours dans une unité au combat recevaient cette carte. Les dossiers ont généralement été détruits, mais les cartes plus souvent conservées. Il se peut également que vous trouviez celle-ci dans les papiers de famille. Ces cartes sont munies d'une photo de l'intéressé. Enfin, peut-être avez-vous en votre possession les médailles militaires de vos ancêtres, que vous pouvez photographier et ajouter. Si vous ne les avez pas, mais que vous connaissez les décorations qu'ils ont reçues, vous pourriez sûrement en trouver une image sur Internet et la mettre en exemple. Il en est de même pour les objets de la vie courante. Peut-être avez-vous la chance d'avoir en votre possession quelques objets hérités de votre famille. Il suffit alors de les prendre en photo et d'y ajouter quand c'est possible une petite légende pour dire à qui ils ont appartenu, quel était leur usage, ou tout autre renseignement qui peut être intéressant. Et maintenant, vous vous demandez, et les photos? Le bonheur, bien sûr, c'est d'avoir ou de retrouver des photos de nos ancêtres. Photos de famille, albums, photos que l'on retrouve sur les documents officiels. Mais là encore, ce n'est pas toujours gagné. Sachant déjà que les premières photographies datent seulement de 1870 environ et que leur prix était très élevé, peu de personnes en faisaient. C'est vers 1900 que l'on commence à avoir plus de chances d'en retrouver, au moins pour les grandes occasions, à défaut de trouver des clichés de la vie de tous les jours. Alors, comment trouver des images pour illustrer un peu mieux la vie de votre famille? Tout d'abord en utilisant les actes d'état civil, les actes paroissiaux, ainsi que tous les documents dont nous avons parlé auparavant, et y relever un maximum d'informations. La première information que nous allons chercher est de savoir si notre ancêtre savait signer ou pas. Cela ne voulait pas toujours dire qu'il savait écrire, mais le fait qu'il sache signer va nous permettre une découverte touchante, l'écriture de notre aïeul. Parfois hésitante, parfois très élaborée, elle reste la trace émouvante de l'existence de cette personne. Pour les hommes, vous pourrez trouver cette signature sur les actes de naissance des enfants, si le père est effectivement le déclarant. Mais sur l'acte de mariage des époux, vous trouverez aussi bien la signature des hommes que des femmes, et même des parents si celle-ci vous manque par ailleurs. Vous pouvez vous contenter d'une seule signature et devrez en général vous en contenter pour ce qui concerne les femmes de votre famille. Mais pour les hommes, si le cœur vous en dit, il est possible de retrouver l'évolution, en commençant par le mariage, puis la naissance des différents enfants. Vous pouvez également trouver des exemplaires sur les actes dans lesquels ils sont cités comme témoins. Attention au petit piège, si comme sur la dernière image, plusieurs personnes de la même famille signent un acte, il va falloir attribuer chaque signature à la bonne personne. Pour ça, le seul moyen est d'aller consulter d'autres actes et de comparer. Maintenant que nous sommes occupés de la signature, nous pouvons relever tout ce qui concerne la situation géographique de nos ancêtres. Nous allons rechercher les lieux de naissance, de mariage, de décès, mais également les différents domiciles connus. Commençons par les naissances et les baptêmes. Suivant l'époque ou les documents en notre possession, on peut avoir l'un ou l'autre des actes, ou les deux pour les plus chanceux. Les possibilités sont alors la recherche du domicile cité, de l'hôpital, de l'église. Pour les mariages, on a bien sûr le lieu de mariage, mairie, maison commune, église, mais également le domicile des mariés avant leur vie commune. Là aussi, on peut retrouver la photo de leur maison, ou au moins de leur rue ou de leur quartier. Quant au décès, on en parlera un peu plus loin. Les illustrations peuvent alors se faire de différentes manières, grâce à des sources diverses. On peut soit utiliser seulement les photos anciennes, soit en faire la comparaison avec les photos récentes. Pour les photos récentes, quand on le peut, la meilleure façon est bien sûr de se déplacer sur les lieux, ce qui permet de faire un petit pèlerinage généalogique et de prendre en photo tous les endroits fréquentés par nos aïeux. Sinon, il reste l'option Google Street de Google Maps, très utile et facile d'utilisation pour retrouver l'adresse de vos ancêtres. Rien ne garantit que le bâtiment existe toujours, peut-être trouverez-vous un immeuble ou un terrain vague à sa place, mais cela contribuera tout de même à l'histoire de votre famille. Il suffit d'entrer l'adresse recherchée, de cliquer sur le petit bonhomme jaune et de l'amener jusqu'au point souhaité. Et nous voilà devant l'emplacement de la maison recherchée. Une capture d'écran plus tard, et nous voilà en possession de la photo espérée. Pour les photos anciennes, il faut bien sûr se fier à la période et au lieu. Déjà avant l'avènement de la photographie, le seul espoir d'illustration d'un lieu reste les gravures, les estampes et les dessins. Dans ce cas-là, peu de chances de retrouver la maison de vos ancêtres, mais vous pouvez tout de même illustrer avec une vue de la ville ou du village où ils ont vécu, voire du quartier pour les plus grandes villes. Dans une période plus récente, votre meilleur allié sera la carte postale. Encore une fois, cela donnera rarement la photo de la maison de votre famille, mais possiblement la rue ou le quartier. Ou si vous recherchez une église ou certains bâtiments comme les mairies, vous avez des chances de retrouver ceci.
Les moyens de se les procurer sont nombreux. On peut bien sûr les acheter sur les marchés, aux cartes postales, diverses brocantes, sur Internet, sur des sites spécialisés comme Delcamp ou eBay, mais aussi de les trouver en ligne sur les sites des archives communales ou départementales concernées, et également sur le site de la BNF Gallica. Une fois les photos trouvées, il est alors possible de faire un montage ou simplement de juxtaposer les photos des deux époques pour les comparer. Pour ma part, je retouche toujours les photos avant, car les cartes postales, comme les photos de famille, même en bon état, méritent en général un petit coup de jeune. Il existe plusieurs possibilités pour cela. Voilà l'évolution de photos retouchées, que l'on peut même coloriser si on le désire. Pour effectuer ces retouches photos, vous avez bien sûr l'incontournable mais onéreux Photoshop, qui de plus n'est pas des plus faciles à utiliser sans un minimum de formation. Dans les solutions gratuites, on peut citer entre autres le logiciel GIMP, qui est très complet. Pour les abonnés à MyHeritage, qui préfèrent la solution de la simplicité, il existe maintenant les retouches et colorisations automatiques des photos. Ceux qui ne sont pas abonnés peuvent tout de même tester, je crois que c'est 10 photos gratuites. Les décès. Les décès peuvent également être une source intéressante d'illustration. On peut par exemple ajouter la photo de la pierre tombale du défunt si elle existe toujours. Encore une fois, il faut saisir l'occasion lors d'un déplacement sur la terre de nos ancêtres quand cela est possible. Sinon, beaucoup sont indexés sur le site de Généanet dans le projet Sauvons nos tombes. Autrement, pourquoi pas une photo du cimetière ou de sa grille d'entrée, qui sont parfois très très jolies. Pour les militaires morts au combat, il y a également la possibilité de mettre la photo du monument aux morts sur lequel leur nom est gravé, ou alors des plaques commémoratives que l'on peut trouver sur les places ou dans les églises. On en trouve également sur Généanet. Une autre information que l'on trouve sur les actes concerne les métiers exercés par nos ancêtres. Parfois, il s'agit de métiers peu courants de nos jours, comme sciure de long par exemple, ou des métiers nécessitant le port d'un uniforme. Pourquoi ne pas s'en servir pour illustrer leur vie? Toujours par le biais des cartes postales ou de sites spécialisés, on peut retrouver la représentation de ce métier, ou bien l'uniforme porté par une infirmière, un gendarme, ou même des uniformes d'écoliers. Les possibilités sont larges. Des photos d'illustration peuvent également être faites dans les nombreux écomusées de France, essentiellement pour la période du XIXe siècle, mais parfois plus ancienne. Il faut cependant faire attention à l'époque des objets exposés, mais également à la région d'origine, afin de coller au mieux à l'histoire régionale de votre ancêtre. Une autre façon d'illustrer la vie de nos ancêtres peut également passer par les plans et cadastres. À partir de la création du cadastre et de son établissement, qui date de 1850, on peut rechercher aux archives départementales, souvent en ligne d'ailleurs, les plans cadastraux napoléoniens. Si vous avez fait une recherche sur la maison de vos ancêtres, vous pouvez donc utiliser cela pour illustrer leur lieu de vie et donner une idée de l'environnement dans lequel ils vivaient. Il est également possible de trouver des plans plus anciens, non cadastraux cette fois, par le biais des cartes de Cassini, qui elles datent du XVIIIe siècle. On peut retrouver celle-ci sur le site de Gallica, mais également accéder très facilement au lieu recherché, grâce à l'interface du site IGN, dans la rubrique Remonter le temps. Il suffit de comparer la carte IGN actuelle avec la carte de Cassini pour retrouver le lieu recherché. Par exemple, si je cherche la ville de Walsleben en Ardèche, il me suffit de l'écrire dans le cadre en haut à gauche, en tournant en rouge sur l'image, et je peux alors comparer la carte IGN actuelle avec la carte de Cassini, me déplacer. Les deux cartes se déplacent alors en même temps, zoomer, etc. Il est même possible d'aller plus loin en poussant encore les recherches. Et avec de la chance, il arrive de pouvoir retrouver les plans de certaines maisons, ce qui peut créer une illustration très parlante dans sa généalogie. Même si cela reste très très rare, il arrive parfois lors des inventaires après décès qu'un notaire particulièrement méticuleux ou adepte des arts graphiques ait testé et dressé le plan de la maison visitée. Ceci complète à merveille la carte postale du village retrouvée. Pour ceux qui ont des ancêtres étrangers, qui ont été naturalisés français et qui ont le dossier de cette naturalisation, ils vont pouvoir utiliser ce dossier pour y trouver une nouvelle illustration. Il y a plusieurs documents qui peuvent être intéressants à utiliser. Bien que tous les dossiers ne soient pas égaux dans les découvertes que l'on peut y faire, vous trouverez généralement un dossier ou des courriers manuscrits écrits par vos ancêtres. En bref, un exemplaire de leur écriture, qui est un complément à leur signature dont on parlait plus tôt. Là encore, comme pour les fiches matricules et autres documents, rien ne sert de mettre des documents en entier. Prélevez juste l'extrait qui vous semble le plus parlant, qui raconte un fait intéressant ou inconnu de tous. Encore une fois, il s'agit de susciter l'intérêt de votre auditoire ou de vos lecteurs. Maintenant, vos ancêtres ont-ils peut-être émigré ou voyagé par-delà l'Atlantique? De nouvelles possibilités s'offrent alors à vous. À l'ère des voyages transatlantiques, bon nombre de nos ancêtres ont émigré vers les États-Unis
pour s'y installer ou continuer leur périple vers le Canada ou l'Argentine par exemple. Mais parfois cette traversée n'était autre qu'un simple voyage d'agrément, pour découvrir le pays ou y revoir de la famille qui s'y était installée. Ces voyageurs, quelle que soit la raison de leur périple, ont été recensés sur des listes de passagers, que l'on peut consulter sur le site d'Ellis Island, mais aussi sur MyHeritage ou Ancestry. Et outre les quelques renseignements donnés, on y trouve le nom du bateau sur lequel ils ont voyagé. Sur le site d'Ellis Island, on peut acheter la photo du bateau lorsqu'elle existe. Mais une fois qu'on a le nom du bateau, on peut également retrouver des illustrations en cherchant sur Internet. On trouve même parfois des photos des intérieurs. Là encore, les cartes postales seront vos amis. Faites attention, sur le site d'Ellis Island, il vaut mieux taper les noms sans accent, sinon la recherche risque d'être faussée. Et si nous ajoutions un peu de couleur? Les blasons sont la solution idéale pour cela, et en plus ça fait classe. Alors, peut-être avez-vous dans vos ancêtres quelques nobles blasonnés dont vous avez pu retrouver les armoiries. Et si ce n'est pas le cas, il y a d'autres moyens pour les utiliser quand même. Par exemple, pourquoi ne pas imager les lieux géographiques où sont nés et ont vécu vos ancêtres avec des armoiries? Vous pouvez choisir de vous concentrer sur les naissances ou bien les domiciles, tout comme vous pouvez opter pour le blason municipal, le blason régional, départemental ou encore national. Tout dépend des mouvements migratoires de votre famille, car il est en effet plus intéressant de pouvoir mettre un blason différent par personne plutôt que toujours le même si la famille n'a jamais bougé de sa Corrèze natale, cas dans lequel il vaut mieux opter pour les blasons des villes. On trouve ces armoiries sur Internet, sur les sites des communes par exemple. Mais la solution la plus simple reste Wikipédia, qui regroupe les blasons sur différentes pages par département et commune, région ou pays. Il suffit d'aller sur la page qui vous intéresse et de cliquer sur le lieu recherché. Enregistrez l'image choisie et le tour est joué. Là encore, si vous avez l'occasion de voyager, vous pourrez peut-être trouver des blasons sculptés ou peints sur certains bâtiments. Il peut s'agir de blasons familiaux ou de seigneuries de l'époque. Il y a une dernière source que je souhaite aborder, il s'agit de la presse. On n'y pense pas toujours, mais on peut y faire de belles trouvailles en farfouillant un peu dans les journaux. On y trouvera peu de photos, et seulement si la recherche concerne une période récente, mais d'autres possibilités s'offrent à nous. Un exemple dans le Petit Journal. Suite à l'assassinat d'un médecin français à Marrakech, le docteur Mauchamp, une photo du groupe de personnes y étant venues en aide avait été prise, sur laquelle j'ai pu retrouver mes arrière-grands-parents. Sinon, avec les dates de naissance, mariage et décès, on peut rechercher dans les carnets de l'état civil et y retrouver la trace de ces événements, avec des informations plus ou moins fournies, car, à moins de n'avoir affaire à une famille de notables, les naissances et les mariages ne bénéficieront au mieux que d'une simple ligne. Les décès, quant à eux, peuvent être un peu plus intéressants, surtout quand il s'agit de cérémonies ou de convois funéraires. En lisant le journal du jour concerné, on peut parfois y découvrir des faits locaux marquants de l'époque, crimes, épidémies, points sur la guerre en cours, qui peuvent venir en appui pour illustrer l'événement de la vie de vos ancêtres. Parfois aussi, certaines publicités d'époque peuvent être intéressantes ou amusantes à ajouter à votre histoire. Dans l'exemple à l'image, en janvier 1872 a eu lieu à Nice un terrible éboulement ayant détruit plusieurs maisons. Dans les articles sur le sujet, on peut retrouver la liste des victimes, tout comme dans le carnet d'état civil, et attribuer alors la cause de la mort aux personnes concernées. Certains faits rapportés permettent aussi de mieux imaginer la situation, comme on peut le voir sur l'encart de droite, témoignage d'une famille victime de la catastrophe. Ces journaux se trouvent aux archives communales ou départementales et sont parfois consultables en ligne. On en trouve également un nombre important sur le site de Gallica, ainsi que sur le site de Retro News. Quand ils sont en ligne, il y a parfois la possibilité de faire une recherche avec le nom de notre aïeul, ce qui permet alors de retrouver les faits divers ou des petites annonces le concernant quand ils existent. Cette possibilité se retrouve sur Retro News, sur la majorité des documents de Gallica, mais n'est pas systématique dans le cas des archives, qu'elles soient communales ou départementales. La presse locale reste bien sûr la plus intéressante pour votre recherche, mais il ne faut pas pour autant négliger la presse nationale, qui peut réserver de jolies surprises. Voilà vos fiches complétées et joliment imagées, documentées, prêtes à être dévoilées et commentées lors de votre prochaine réunion familiale. Toutefois, vous pouvez encore ajouter quelques éléments intéressants à votre projet. Non pas sur les fiches peut-être déjà bien remplies, mais plutôt en conclusion du travail accompli. Si vos ancêtres avaient un minimum la bougeotte, ce qui est plus fréquent que ce que l'on croit, pourquoi ne pas utiliser une carte géographique pour l'illustrer? Première étape, trouvez sur Gallica par exemple une belle carte de France ou du monde, suivant le cas, correspondant à peu près à la période que vous avez étudiée. À partir de là, vous allez y annoter les différents lieux où ont vécu vos ancêtres.
De jolies flèches en couleur pour représenter leurs déplacements et pourquoi pas différentes couleurs pour différentes branches. Suivant la fréquence des déplacements de votre famille, il va falloir cependant concentrer un peu les données, sinon cela va vite ressembler aux cartes des invasions barbares de nos livres scolaires. On peut par exemple réduire aux déplacements interdépartementaux ou tout autre choix qui correspond au mieux à chaque cas. Il faut que cela reste clair et lisible. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser pour cela les logiciels de généalogie, comme vous pouvez le voir sur les exemples à l'écran. Et pour finir, pourquoi pas quelques statistiques. Certes, moins ornementales que le reste des documents, elles peuvent s'avérer fort intéressantes pour mettre le point sur certaines particularités de la famille et complètent assez bien la vue d'ensemble de vos recherches. Pour cela, je vous rassure, nul besoin d'avoir fait Mathsup ou Mathsp, mais simplement d'avoir un bon logiciel de généalogie, comme Eredis ou Généatique pour ne citer que. Là encore, les possibilités sont variées, et à chacun de choisir le type de données qui l'intéresse. Votre projet finalisé, vous pouvez maintenant fièrement le présenter. Pour cela, il existe différents logiciels, gratuits ou pas. Comme promis, voici le nom des programmes et des liens des sites donnés tout au long de cette conférence. Pour les retouches photos, comme je vous le disais plus tôt, il existe Photoshop, GIMP, MyHeritage ou des solutions en ligne. Pour ce qui est de la mise en page de votre texte avec vos photos, là encore, on a dans la même gamme que Photoshop InDesign, qui s'adresse lui aussi à un utilisateur averti. Sinon, il existe des logiciels gratuits qui font très bien l'affaire, comme Scribus. Rien ne vous empêche également d'utiliser votre logiciel de traitement de texte. Je vous laisse également noter les différents sites abordés tout au long de cette conférence. Une fois toutes ces sources épuisées, on peut encore compléter tout cela par quelques photos d'époque, même si elles ne concernent pas directement vos ancêtres. 1733, la première poussette pour enfants, 1817, la première bicyclette, 1873, la première automobile à vapeur, etc. Ceci permet également de mieux visualiser l'époque dans laquelle vivaient vos ancêtres. Vous verrez qu'au fur et à mesure de l'avancement de votre travail, vous trouverez une multitude de nouvelles idées. Voilà, il ne reste plus qu'à vous y mettre et à vous servir du résultat de votre travail pour embrigader le reste de la famille dans le fabuleux monde de la généalogie. Une chose encore, n'oubliez pas, quand ce ne sont pas vos images d'archives familiales, de bien citer les sources de celles-ci. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser en direct. Je suis présente sur le stand de la SPG ou bien me laisser un message afin que je puisse vous contacter.